Aucun des Français qui se retrouvent derrière les barreaux à Tanger ne pouvait imaginer une condamnation au Maroc. Des passeurs qui n'ont pas même mesuré les risques de l'opération. Dans les couloirs de la prison, tous ressassent l'arrestation. La drogue mal cachée, des douaniers qui savent, et depuis l'incarcération, le silence des commanditaires. Est-ce que tu as été manipulé? Ah oui, carrément, bien sûr. Ils ont peut-être fait passer une plus grosse quantité derrière moi et ils se sont arrangés avec les douaniers pour que... tiens, on te donne celui-là, mais laisse-nous passer le gros derrière. C'est comme ça que ça se passe généralement. Il y a certaines personnes qui sont embauchées pour passer une certaine quantité, mais on les utilise, ces personnes, juste pour qu'ils tombent et qu'à côté, il y ait le plus gros qui passe. Donc on est peut-être aussi tombé dans ce cas-là sans le savoir, où on s'est fait balancer à la douane pour justement qu'une quantité plus énorme passe à côté de nous. Alors ces passeurs sont-ils vraiment dénoncés? Retour au commissariat du port de Tanger. Depuis la cérémonie de l'arrestation de Paul, nous ne sommes plus autorisés à enquêter. Bonjour. Nous interrogeons en caméra cachée un commissaire fraîchement arrivé. Il y a des informations parfois. Parfois, il y a des gens qui sont en conflit entre eux. Ils dénoncent parce il se peut, ce n'est pas sûr. Il se peut que quelqu'un téléphone, par exemple, ça, j'ai entendu parler de ça, comme vous. Un chauffeur, il connaît seulement des petites informations. Il ne connaît pas tout le réseau, il ne connaît pas tout le monde. Donc vous ne pouvez pas vraiment poursuivre les trafiquants en fait. Des chauffeurs européens dénoncés, c'est là que les enquêtes s'arrêtent au port de Tanger. Mais en amont, qui vend la drogue? Qui maquille les voitures? Qui exporte? Lotfi Akalay est journaliste et écrivain. Il est l'auteur d'une enquête sur les passeurs français détenus à Tanger. Généralement, les passeurs marocains se débrouillent très bien. Parce qu'ils sont en terrain connu. Ils connaissent les gens, ils ont des complicités. Ce n'est pas réellement une aventure. Mais c'est le malheureux passeur européen. C'est celui-là, il se jette dans la gueule du loup. Et comme il n'a jamais vu une gueule de loup de près, il est automatiquement avalé. C'est malheureux. Dans le Rif, arrière-pays de Tanger, 135 000 hectares de kiff sont cultivés. C'est là que les voitures des passeurs sont chargées. On est venu nous chercher. On a rendez-vous au bord d'une route un peu déserte et tout. Passer le village d'Issagen. Voiture sans immatriculation qui est venue nous ouvrir le chemin. Tu as un petit coup de fil pour dire voilà, on est au rendez-vous. Voiture qui sort de nulle part, à fond la caisse, qui nous ouvre la route après. On tourne à droite, à gauche, dans la montagne, on se perd dans les chemins. Impossible de refaire la route. Et on arrive dans une belle maison en pleine montagne. Donc là où on produit, quoi. Là où on fait pousser du kiff partout, à perte de vue. Et là, je récupère un camion juste avant de passer à la douane, c'est tout propre, nettoyé, qui sent la colle de partout. Et on me dit, ton réservoir, il est chargé, fais attention avec ton essence et tout ça. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce producteur de cannabis, il est obligé, dès le moment où la voiture a été chargée et où elle est partie, de prévenir la gendarmerie royale, qui prévient les autorités douanières. Il y a un modus vivendi. Cultiver, c'est bien. Vendez, empocher la recette, mais de grâce, donnez-nous les renseignements pour qu'on arrête cette personne. Si vous ne le faites pas, eh bien, c'est comme si vous perdiez un agrément. Les petits passeurs européens sont dénoncés, les gros trafiquants, eux, sont à l'abri. Car Tanger est une ville qui ne vit que des trafics, immigration clandestine, contrebande et drogue. La nuit, au port, les clandestins tentent leur chance. Certains se cachent dans les camions, d'autres essaient de s'introduire à la dernière minute dans les ferries. Dans les ruelles de la Médina, la vieille ville, le hashish est partout. Dans un des bars où se retrouvent les consommateurs de hashish, nous rencontrons un trafiquant marocain.
Ahmed est passeur professionnel en mer. Depuis des années, il convoie le hashish à travers le détroit de Gibraltar. Et moi, j'aime bien faire le trafic, le faire avec honneur. Je ne paye pas ni les Espagnols, ni les Marocains. Je le fais comme ça, un trafic comme un trafiquant. Parce que je suis sûr que les Marocains n'ont jamais m'arrêté parce que moi, je suis un vrai pilote de Zodiac. Et je connais très bien comment m'escaper, comment me fuir. Tu vois le phare là-bas, au-dessus du phare. Là-bas, il habitait un homme qui s'appelle le Loup. Tout le monde le connaît. Il est ami de tous les ministres, ami de tout le gouvernement marocain, ami. Il a construit un port qui n'existe pas sur la carte. Lui, il l'a fait. Et tout le monde sait ça, qu'il y a des clandestins partout, des trafiquants de drogue partout qui payent. Moi, j'existe. Ils payent la gendarmerie, ils payent la marine, et ils payent la douane. Les trafiquants payent pour qu'on travaille ici. Tous les jours, il y a des départs de marchands. Presque tous les jours. Ça, c'est une chaîne, on ne peut pas s'arrêter. Ça, c'est une chaîne. La villa du Loup domine la plage. C'est ici que part le gros du trafic, dans cette région qui va de Tanger à la côte algérienne. Il suffit de payer les gardes-côtes pour descendre jusqu'à la mer et embarquer la marchandise sur des Zodiacs. Direction Malaga en Espagne ou les eaux internationales. Là, des navires complices attendent. Ici, des tonnes de hashish sont chargées chaque nuit. En tout, plus de 3000 tonnes exportées par le Maroc. Un commerce qui rapporte près de 3 milliards de dollars aux trafiquants marocains. Le Maroc est incontestablement le premier producteur mondial et le premier exportateur mondial, très loin devant le Pakistan, l'Afghanistan et d'autres pays, si on se fie aux saisies réalisées dans le monde, bien que dans ces pays-là, il n'y ait pas d'évaluation de terrain. C'est la plus forte entrée de devises au Maroc, et donc c'est une bouffée d'oxygène pour l'économie, qui a d'autres ressources, en particulier les remises d'argent des travailleurs émigrés, le phosphate, etc. Mais celle-là est sans doute la plus importante, et donc le pays pourrait difficilement s'en passer. En France, le père de Sébastien se rend à une réunion de la Clé, une association créée par la mère d'un ancien détenu. Le seul soutien psychologique et administratif dont les parents disposent. Entrez, on va amener des sièges. On est impuissant. On ne peut rien faire. Voilà, on a toujours des questions sans réponse, on ne sait jamais avec qui on se demande s'il n'y a pas une possibilité quelque part que ça se passe différemment et qu'on ne la connaisse pas. Tout ce qu'on essaie de faire, on ne sait jamais si c'est suffisant, si c'est assez. Après que, bon, avec les autorités françaises compétentes, on a presque une fin de non-recevoir. C'est du vent, en fait. Il faut payer suffisamment de choses dans nos impôts, dans nos cotisations, pour que nos prisonniers extérieurs aient au moins un minimum de bien. C'est ça que j'ai dit, c'est là qu'il faudrait bouger. Le Maroc réprime, mais fait le tri. Arrêter un petit passeur français a deux avantages. Montrer de la bonne volonté à la France, sans ébranler le trafic, et pointer du doigt le pays consommateur. De son côté, la France refuse d'aider financièrement le Maroc pour endiguer le trafic. Elle le tolère. Nos ministres de l'Intérieur successifs, souvent indépendamment d'ailleurs de leur couleur politique, ont un discours très agressif à l'égard du cannabis, qui mènerait aux drogues dures, etc. Et ce discours contraste avec le fait que l'on évite de nommer le Maroc. Il y a un silence à tel point qu'il y a des pressions sur les policiers français pour qu'ils ne mentionnent pas trop le Maroc au moment des saisies. On craint de déstabiliser le régime, de fournir des arguments aux islamistes et donc de s'aliéner en pouvoir ami. Pourtant, 90% du hashish de nos cités vient du Maroc. Le marché est vaste et lucratif. Les petits réseaux y trouvent leur place. Ce sont eux qui embauchent des passeurs comme Paul et Sébastien. T'es commanditaire, t'en as plus jamais entendu parler? Non. Enfin, pas pendant mon incarcération, non.
Moi après, oui, je les ai revus moi ici à Paris, de nouveau à Paris, mais j'avais pas l'intention de me faire payer, hein. Je me faisais pas d'illusions. Je suis venu vraiment pour voir comment ça se passait, comment ils me percevaient. Donc les mecs au début m'ont bien reçu, puis ils ont tout de suite cherché à me mettre la pression. Ils ont voulu me faire passer pour une balance et tout ça. Donc le ton est monté un peu. Donc là j'étais pas du tout... j'étais sur un terrain en pente, là. Il y avait du lascar partout, du pit, des armes. Ouais, j'ai fermé ma gueule, quoi, puis c'est tout. T'étais le pigeon parfait, disons. Ouais. Le pigeon parfait. Une cité de la région parisienne, plaque tournante pour le trafic. Nous retrouvons le chef d'une filière d'importation de hashish entre le Maroc et la France. C'est un commanditaire. Il recrute ici ceux qui prendront le risque, sans le savoir, de finir à Sad Village, la prison de Tanger. Vous pouvez me dire combien de passages vous organisez par mois? 5. Donc il y a 5 passages par mois à peu près. Combien il y en a qui se font arrêter aux douanes? Sur 5 passages, au minimum, des fois ça passe, tout dépend des mois. Surtout au mois de juillet-août, ça passe très bien. Et le reste du temps, 2, ça peut être 4 passages, ça peut être même 5 passages carrément. Les 5 passages du premier mois, on n'a rien, tout part à l'eau. Mais vu la quantité et vu le prix qu'on l'achète au Maroc, on peut le faire, on peut se le permettre. C'est pas grave de sacrifier de la marchandise C'est pas grave, pas du tout même. Mais bon, on gagne pas assez, mais sur une quantité déjà, sur un passage, on a déjà amorti les 5 passages. Comme les ils savent passeurs, c'est des passeurs professionnels? C'est un banlieusard, normal. Un banlieusard qui est en galère d'argent, qui n'a pas d'argent. Il fera n'importe quoi pour gagner un petit billet. À partir de là, c'est bon, il est OK. On leur dit jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'arrestation, il n'y a jamais eu de problème. Et à partir de là, ça a eu de choisir. Hein. Non, on ne fait jamais de passage, mais jamais. Je suis conscient. Jamais je ferai un passage. Jamais de la vie même. Même si je suis en galère d'argent, je ferai autre chose. Passeurs de hashish, fichés comme trafiquants internationaux à Interpol, ici, au Maroc, ils purgent de lourdes peines. Pendant ce temps, le trafic continue. D'autres passeurs attendent leur tour en France. Depuis notre départ, en 4 mois, 29 Français sont tombés.